Voilà, l'enregistrement est lancé. Bienvenue sur cette nouvelle session de live du Lab des praticiens. Comme d'habitude, on va commencer par une analyse professionnelle de la pratique. L'un d'entre vous va proposer une de ces séances au décortiquage. Il va nous l'expliquer dans les détails ce qu'il a mis en place, puis il va poser la question derrière qui lui est venu sur cette séance, qu'il a envie de nous poser, qu'il a envie de décortiquer ensemble, puis on va la décortiquer ensemble. Derrière, on pourra tirer une discussion sur une des thématiques qui est dégagée par la séance qu'on aura décortiquée et on va pouvoir creuser un petit peu tout ça et voir où ça nous mène. Ça vous va? Chouette. Du coup, comme d'habitude, qui a une séance à nous proposer? Moi, pas du tout. Non. Émilie, non, il me semble. Asia, Jérém, Karine, Nico. Moi, je peux en proposer une. Ouais? Eh ben, allez, banco pour Karine. Merci, vous pouvez dire merci les autres. Oui, merci Karine. Merci. Moi, j'ai reçu une jeune fille de 16 ans qui a un long parcours chimio parce qu'elle a eu une tumeur au cerveau qui l'a rendue semi-aveugle. Elle fait en fait des crises. Alors, ils ont fait des analyses pour voir si ce n'était pas des crises d'épilepsie. Apparemment, c'est non épileptique, ce serait plus émotionnel. Mais voilà, elle tombe d'un coup, elle se rend compte de rien et puis elle est affolée. Ça dure une demi-heure, 1 heure. Et après, elle s'apaise et elle est très fatiguée derrière. Donc, première séance, on a essayé de décortiquer tout ça. Elle a fait une crise après. Et deuxième séance, je travaille beaucoup sur les émotions, sur la sécurité. J'ai fait une petite métaphore avec un voyage et depuis, ça va, elle est un peu plus apaisée et ça va un peu mieux. Par contre, voilà, la question, c'est est-ce que je continue à l'accompagner justement pour qu'elle s'apaise, pour qu'elle retrouve confiance en elle. Il y avait aussi un problème à un moment donné au lycée de harcèlement. Donc, elle a été déscolarisée. Là, elle va être prise en charge par une mission des jeunes. Voilà, son parcours un peu compliqué. Et voilà, j'aimerais continuer à l'accompagner pour la faire grandir. Ok, creusons un petit peu tes séances. Tu me disais que première séance, il y avait une crise en fin de séance. Sur quoi tu avais posté sur la première séance? Qu'est-ce que tu avais mis en place? Post-séance, en fait, en fin d'après-midi, elle a fait une crise. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Je pense qu'en fait, à l'anamnèse, avec le papa, on a beaucoup décortiqué. Il m'a un peu tout expliqué. Alors, je pense que ça a fait remonter un peu des choses. Qu'est-ce que j'ai fait comme premier protocole, première séance? J'ai fait. Tu étais présente pendant que tu échangeais avec le papa? Oui, ouais. Oui, le papa est sorti qu'après le protocole d'hypnose. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma première séance? Tic, 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 tic. Elle fait des crises depuis un certain temps quand même, depuis qu'elle est petite. Et là, ça s'est accentué depuis qu'elle est ado et qu'elle a eu des problèmes de harcèlement, ses problèmes de santé et compagnie. Donc, c'est pas lié à la chimio et à la cécité. Ça n'a rien à Non, voir. C'était non, antérieur. non, je pense pas, non, non, ça n'a rien à voir. Ouais, j'ai fait un premier protocole, la recherche d'un lieu agréable où elle pourrait se retrouver en sérénité quand elle sent qu'elle est un peu angoissée, que les émotions sont fortes. Sur le premier, avec une lévitation de la main, qu'elle comprenne voilà, l'état hypnotique et comment on peut travailler avec la lévitation de la main. Et sur le deuxième, j'ai fait un protocole un peu sympa où elle voyageait comme dans une planète, elle rencontrait une princesse et elle allait voir 3 personnes qui lui donnaient des ressources.
Tu lui as fait rencontrer 3 personnes qui lui donnaient des ressources? Ouais. Ok, qui ça? Attends, je vais te retrouver mon joli petit protocole. Euh, tic, 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 faire comme ça. Tic, 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 nouveau récemment. Cascade magique. Tic, tic, tic. J'ai fait une induction avec. J'ai donné un caillou d'ailleurs, pour qu'elle s'en serve d'ancrage. Donc j'ai fait l'induction avec cette pierre. Elle était toute contente d'ailleurs de repartir avec quelque chose. Alors, euh, elle rencontre une chamane. Elle rencontre, alors accompagnée avec une princesse, comme ça j'ai joué en fait pour euh, quand c'était un peu lourd pour que ce soit la princesse et pas elle directement qui rencontre les personnes. Elle rencontre un sage et, et- et- euh, ouais, j'ai fait avant d'aller rencontrer les personnes, j'ai fait un sas de sécurité sur la place du village, la citadelle, avec plein de choses agréables. Tic, 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 tic. Voilà, j'ai essayé de faire large aussi. C'était pas les personnes qu'elle a rencontrées avaient des messages à lui transmettre, mais assez large pour qu'elle retrouve elle-même ses ressources. Chaman, sage et qui d'autre? Pardon? Tu m'avais dit chaman, sage et la troisième? Alors, le sage, euh, le le magicien et la chamane. Ok. Euh, C'est toi qui as apporté ces 3 figures? C'est toi qui les as nommées, chaman, sage et magicien, ou c'est elle? C'est moi. Ok. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Pour créer un peu des personnages un peu magiques. Ok. Pourquoi? Pour qu'elle elle arrive à se retrouver dans un peu une histoire, voilà, comme si on lui racontait une histoire, mais avec des personnages ou des archétypes en fait, où d'elle-même elle puisse peut-être, je sais pas, la chamane peut-être c'est sa grand-mère, mais qu'elle fasse son chemin toute seule. D'accord. Mm. C'est tout? Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ok. Quelles sont les ressources sur lesquelles tu as appuyé, même de manière large, pour les 3 personnages? Alors, pour de façon large, tic, 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 tic. Le sage, qu'est-ce que rejoint? Le sage, il a prononcé une formule magique qui n'était pas entendable, mais qui allait faire faire le travail. Euh, Après, il y en a un autre qui savait guérir les choses compliquées. C'est le sage ou le magicien? Tac, tac, tac. Alors, c'est vrai que j'ai fait mon protocole sans. Tac, tac, tac. Tu as dit que la ressource, c'était
Qui sait guérir les choses compliquées? Ouais. Ok. Alors, la chamane, déjà, elle avait des cheveux longs, sans trop de description, mais avec quand même du large. Euh, alors, alors, il met à l'aise, il comprend ce qui l'amène ici, qu'il n'a pas besoin forcément d'explication, mais qui va l'aider à faire le travail nécessaire. C'était le sage. Après, la chamane. Le chaman, tu m'as dit que c'était la formule magique inaudible. Ouais. Rencontrer le magicien. Alors, et après, oui, je l'ai dit, le magicien. Non, justement, c'est le troisième qui nous manque. Voilà. Alors, c'est un magicien qu'il avait remarqué quand elle était sur la place du village, quand elle était tranquille, c'était la zone de sécurité. Il a observé. Il lui explique que même s'il s'appelle le magicien, il n'a pas de baguette magique. Je pense que j'ai fait voilà, pour me décrire moi, mais sous une autre forme. Que le changement se fera en profondeur et quand ça sera le bon moment. Et ouais, là, je lui ai fait toute une phase où il fallait qu'elle apprenne à s'aimer, à se respecter, à se parler bien. Parce qu'elle a été quand même un peu secouée avec son harcèlement. Donc, voilà. Que parfois on vit des expériences, mais qu'on peut en tirer des choses fortes. Ok, Voilà. c'est pas mal, on a pas mal de choses là déjà. Alors, petit résumé rapide pour les autres pour qu'on puisse bien mettre en valeur tout ça. Karine a travaillé, tu me corriges Karine si je dis des bêtises, c'est histoire de voir si c'est bien clair pour tout le monde. Karine a bossé sur une jeune fille de 16 ans. Après qu'elle ait été traitée pour une tumeur au cerveau qui l'a rendue semi-aveugle, donc elle souffre de cécité partielle. La raison pour laquelle elle est venue au cabinet, c'était pas pour la tumeur en soi, c'est pour des crises épileptiformes qui sont sans terrain médical. Ça a été diagnostiqué sans terrain médical Ouais. pour Neurologue, de l'ordre émotionnel du psychique. Première séance menée. On a eu une crise post-séance dans l'après-midi suivant la séance. Le boulot s'est résumé ainsi. On a eu une anamnèse en présence du père et de la fille adressée au papa, pas à la fille. Elle présente des crises depuis qu'elle est petite, donc avant l'épisode de tumeur et le traitement qui en est encouru. Le travail s'est notamment tourné sur la construction d'une safe place avec une lévitation de la main. C'est ça? c'est ça, oui. Chouette. Donc, on a eu une crise post-séance juste derrière ça. Deuxième séance, on a eu construction d'une planète de la princesse. Tu t'es adressé à la troisième personne, c'est-à-dire que tu faisais voyager la princesse à la troisième personne, mais ce n'était pas ton sujet. Tu t'adressais pas, c'était pas tu, c'était elle, c'était la princesse. Oui, elle allait rencontrer une princesse et l'aider à faire rencontrer les personnes. Et après, au cours du chemin, voilà. J'ai un peu mélangé les deux. C'est la confusion entre qui avait besoin plus, la princesse ou elle, quoi. D'accord. Première étape dans cette visite de la planète de la princesse, on a eu un sas de sécurité mis en place sur la place du village, entre guillemets, qui servait à quoi, Karine? Euh, Elle servait à peut-être rappeler aussi un petit peu le premier protocole où elle se retrouvait dans une zone de confort pour pouvoir entamer le voyage, rencontrer la princesse et rencontrer les trois personnes. Ok, deuxième étape, du coup, c'est la rencontre avec les trois personnes. On a trois types de personnes qui vont être, comment on dit, appelées.
désignés. On a l'image du chaman, du sage et du magicien avec 3 types de messages différents. Le chaman qui porte un message qui est inaudible, mais une formule magique qui est censée faire un effet sur lequel les mots du sujet peuvent venir coller sans qu'on ait besoin d'en préciser. Le sage qui va venir préciser que le travail va se mettre en place et le travail va continuer, quoi qu'il arrive. Et le magicien qui vient de dire qu'il n'a pas de baguette magique, qui serait, selon toi, Karine, tu me corriges si j'ai des bêtises, si j'ai mal compris, la représentation de ce que tu fais toi, c'est-à-dire la représentation du thérapeute, qui dit bien qu'il n'a pas de baguette magique, mais que pour autant, le changement pourra se faire quand tu auras besoin. Voilà, Ça va? Ouais, Ok, j'ai bien résumé, c'est bon? c'est bon. Ça marche. Donc, la grande question que tu as sur ces 2 séances, c'est est-ce que je peux continuer et comment je peux continuer à accompagner cette jeune fille de 16 ans après les résultats de la seconde séance et ce qui s'est passé sur la première. Les autres, c'est parti. Qui prend la parole? Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre directement à la question. Vous pouvez continuer à questionner Karine sur ce qu'elle a fait pour tirer des informations. L'objectif, c'est pas de porter un jugement, c'est de pouvoir tirer le max d'infos, le max de données qui puissent vous permettre de donner votre avis derrière et de le justifier pour aider Karine à continuer à accompagner cette jeune fille. Pour lever la main, vous pouvez cliquer sur lever la main en bas dans la petite barre. C'est le petit logo avec la main ouverte. Je vois que vous êtes bavard aujourd'hui, c'est un petit peu. C'est pas pour commencer. Je voulais demander à Karine d'abord de quelle manière elle avait décidé de parler à la fille seulement, aux deux ou seulement au père. En première séance, Oui. ou même après. Oui, Alors, le papa, par le début, j'essaye de. le papa parle beaucoup. Donc, voilà, après, à un moment donné, j'ai intégré la jeune fille pour savoir son avis à elle, comment elle se positionnait. Voilà. J'ai eu l'impression voilà, qu'elle ne voulait pas blesser ses parents, que ça les mettait dans l'embarras quand elle faisait ses crises. Donc, voilà. Moi, ma question, Karine, c'était comment tu as décidé de Oui. parler seulement à la fille ou aux deux ou du coup, tu as décidé ou c'est comment les choses sont arrivées que tu t'es adapté? Alors, je me suis adaptée parce que bon, c'est vrai que quand la première fois ils sont arrivés, c'est beaucoup le papa qui m'a expliqué. Après, ça s'est fait naturellement. C'est vrai que à un moment donné, après, en fin de séance, je me suis retrouvée seule avec la jeune fille. Donc, c'est à ce moment-là qu'après, on a quand même pu échanger librement. Et après, j'ai fait le premier protocole. Ok. Tu penses que quand tu étais seule avec la fille, elle était plus libre d'échanger avec toi, du coup? Oui, elle était plus détendue quand même. Elle avait, ouais, je pense que le regard du papa. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a empêché, du coup, plutôt de pouvoir dire au papa, peut-être d'aller attendre à l'extérieur ou de. Non, ça s'est fait naturellement, ça, après. De lui-même, voilà, il a laissé le sas. Donc, voilà, elle est sortie et elle est dans la salle d'attente. C'est bon, Nora? Ouais. Les autres? Dans la foulée? Alors, je voulais préciser que, bon, d'habitude, je demande à l'enfant, entre guillemets, d'accompagner le parent en salle d'attente. Là, comme elle a du mal à se repérer, elle ne connaissait pas le cabinet, c'est un truc que je n'ai pas fait, quoi. Et ça, excuse-moi, mais ça, si tu demandes à l'enfant de raccompagner son parent dans la salle d'attente, ça a un sens pour toi que ça soit l'enfant qui le fasse? Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que ben, du coup, voilà, c'est l'enfant qui prend. Je lui laisse prendre la place pour dire à son parent, bon, maintenant, c'est ma partie à moi, c'est mon moment à moi. Voilà.
chacun son temps. Et voilà. Ok. Émilie. Merci Karine pour la proposition de ta séance. Moi, j'ai une question sur justement cette intervention du père. Est-ce que tu as noté chez la jeune fille, pendant que le père exposait un peu toute cette anamnèse, qu'est-ce que tu as noté du non-verbal, du paraverbal ou des micro-expressions de la jeune fille, de comment, voilà, son retour, on va dire, implicite? Oui, alors elle se met sa position sur la chaise selon ce qu'il dit. Son visage aussi change selon s'il parle de sa petite sœur, selon s'il parle de ses problèmes à elle, de son avenir. Voilà. Il y a pas mal de non-verbal. Est-ce que tu penses que ça aurait pu créer une tension émotionnelle chez elle qui expliquerait derrière qu'il y ait eu une crise après la séance? Oui, je pense qu'en fait, comme on a fait quand même son parcours depuis qu'elle est petite, voilà, ça a dû secouer quand même certaines choses, faire remonter des choses. Okay. Ça a dû, je pense émotionnellement, ça a dû être un peu compliqué pour elle, mais après, est-ce qu'on peut dire au papa, non, ne m'expliquez pas, ou voilà, on est là aussi. Ah, c'est une bonne question, ça, Karine. Oui. Est-ce qu'on peut dire au papa, alors même qu'on ne lui a pas laissé l'espace pour s'exprimer, d'aller s'asseoir dans la pièce d'à côté? C'est un travail de systémie qui n'est pas évident. Hein. Oui, parce que en fait, il faut tenir compte du parcours chimio. Voilà, c'est quand même particulier quand on est parent aidant. On a un autre statut qu'un parent classique. Donc, on ne peut pas les mettre de côté ou les faire taire, ou ils ont aussi besoin d'un espace de parole. Asia. Est-ce que quand la personne est, quand le papa il est sorti, est-ce que Karine, tu as eu l'occasion de reparler avec elle ou redéfinir l'objectif, etc. avec elle? Est-ce qu'elle a pu rajouter des choses que le père n'a pas dit ou est-ce qu'elle a pu exprimer quelque chose après? Non, pas forcément, parce que l'objectif, on l'a rappelé justement quand le papa était là, quoi. D'accord. Mais si tu as défini l'objectif avec le papa, pourquoi c'est pas lui qui est resté en séance? Je pense qu'il aurait besoin d'une séance aussi. J'y en ai parlé déjà, de prendre un peu pas de lâcher prise, mais de prendre un peu de recul sur les choses, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois qu'ils vivent des choses un peu compliquées. Donc, à un moment donné, il est trop la tête dans le guidon dans cette problématique. Donc, ouais, en effet, le papa, il aurait besoin. Et on a ouvert une porte sur ça, je pense qu'à la rentrée, Alors, on va avoir aussi un peu de... je vais essayer de vous aiguiller un petit peu. Il nous manque une information qui va être capitale là. Laquelle? Le consentement de la jeune fille? Alors non, ça c'est encore autre chose. On va pouvoir en parler plus tard. Là, je parle vraiment pour la notion de suivi de cette jeune fille et du déroulé des séances pour savoir exactement sur quoi travailler. C'est-à-dire que le travail à la base, il est censé se faire sur les crises épileptiformes qui ne sont pas d'une origine médicale d'après les médecins qu'elle a pu voir et notamment son suivi médical suite à sa tumeur. Donc l'objectif de cette jeune fille, c'est de pouvoir calmer ses crises définitivement. Quelle est l'information ici qui nous manque? Si on veut travailler sur les crises, L'avis d'un psychiatre? l'avis du psychiatre, why not? Pour l'instant, est-ce que c'est vraiment utile là, dans la demande? Pour pouvoir définir si oui ou non il y aurait besoin d'un suivi psychiatrique derrière, ou pédopsychiatrique, qu'est-ce qui va nous manquer? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question avant de dire de suite, oui, je vais pouvoir travailler sur ces crises-là? Tic-tac. Combien de crises? Par jour, par semaine, par mois? Quand est-ce qu'elles se produisent? Ouais, on n'a pas les infos sur la crise. Combien de temps elles durent? Okay. Et oui, il nous manque des infos sur la nature, la qualité et la quantité des crises. La quantité des crises, depuis septembre, elle en a fait 4.
Une à la rentrée, une en février, une en avril et une il y a 3 semaines. Au D'accord. retour des vacances scolaires? Ouais, alors quand il y a une grosse période en effet de stress, elle avait fait un stage parce qu'elle voulait faire des études de travailler en crèche et on lui a annoncé que vu son handicap, elle ne pourrait pas. Donc là, suite à l'info, elle a fait une crise. Et dans les autres crises, tu as les informations des contextes qui ont pu influencer cette crise aussi? Ouais, pareil, après c'était le harcèlement. Dès l'arrivée en septembre au lycée, elle a fait une crise parce que voilà, il y avait trop de pression. En fait, chaque fois qu'il y a trop de pression, une nouveauté. Ok, donc déjà, maintenant qu'on a ces informations-là en plus, qu'est-ce qu'on peut être amené à chercher? Après, elle est très suivie, hein, et c'est aussi la neurologue qui a confirmé qu'il fallait qu'elle voilà, elle fasse de l'hypnose, des choses comme ça, plus, et elle a quand même un suivi médical très, Très bien. très On a un élaboré. suivi médical qui est très strict, suite à ses antécédents médicaux, et en plus, c'est le milieu médical qui a conseillé directement d'avoir un suivi en hypnose. Ouais, c'est ça. Ça va? Donc ça aussi, c'est une information à prendre en considération. Qu'est-ce qui manque? Nombre de crises. Ouais, une information qui pourrait être pertinente là, pour savoir exactement, déjà, un, si on peut continuer à suivre cette jeune fille, deux, de quelle manière, et trois, sous quelles conditions. Moi, après, je me suis beaucoup renseignée sur les crises épileptiques, sur les CNEP. Ce serait plus ça, sans qu'elle ait forcément le diagnostic, parce que comme ils ont éliminé avec les examens les crises épileptiques, ça s'est plus dirigé vers des crises émotionnelles. Ok. Qui dit crise psychogène dit quoi? Je vais utiliser des gros mots, excusez-moi. Est-ce qu'on est sur une crise de conversion, là? Une crise de conversion, c'est-à-dire, développe. Une crise enfin, une crise Là, névrotique de l'époque type conversion hystérique? qu'est-ce qui te ferait penser ça? Je pose la question, hein, c'est pas. Ouais, mais justement, qu'est-ce qui t'emmène à te poser cette question-là? C'est cette manière de gérer la surcharge émotionnelle par une expression physique et quasi exclusivement en présence d'autres personnes. Alors, si on parle de crise de conversion et que je repose ma question et que je parle de crise psychogène, ça englobe quelque part les crises de conversion. Donc, si on parlait de manière plus générale, sans dépasser notre rôle de compétence de diagnostic qu'on n'a pas, et qu'on parle juste de crise psychogène, pour qu'il y ait crise psychogène, il faut forcément qu'il y ait un élément Déclencheur. déclencheur. Merci Jérémy. Cet élément déclencheur, on a commencé à travailler, on a commencé à réfléchir un petit peu en regroupant toutes les informations que nous ont données et le père et la fille sur les crises qu'elle a pu vivre, 4 dans l'année et 4 à n'importe quel moment de manière aléatoire. Oui, elle ne sent pas du tout arriver la crise, hein, elle tombe d'un coup. Voilà, À n'importe quel moment de manière aléatoire où on remarque qu'il y a des éléments. Non, elle n'anticipe rien du tout. Elle ne sent rien venir, elle n'anticipe rien du tout, donc du coup, elle peut tomber n'importe quand, n'importe où. Oui, Est-ce qu'il y a un déclencheur qui se sont passés, les 4 crises qui se sont passées. Quel est le point commun entre les 4 crises? Pas sur la survenue de la crise en elle-même, pas sur le fait qu'elle ne sente pas à sentir, sur ce Voilà. qui aurait pu déclencher la crise. Voilà. Qu'est-ce qui est le trigger? Qu'est-ce qui stimule le fait que la crise apparaisse? Quel est le point commun entre les 4? Quel type de contexte émotionnel, par exemple, ou quel type d'événement, ou quel type de... Voilà.
Ou son seuil émotionnel, peut-être. Alors, sans parler du seuil, pour l'instant, là, on cherche vraiment à trouver des éléments qui sont communs aux 4 crises auxquelles on a affaire. Bah, ça Vous peut avez être dit un tout à l'heure, c'était quoi? On a eu une crise en septembre à la rentrée, on a eu une crise. Mm. Quand? Quand on lui a dit que le parcours qu'elle avait choisi, ce ne serait pas possible. Donc, il C'était fallait quand? c'était en février. En février. On a eu une crise quand encore? Avril. On a eu une crise en mars et avril. Alors là, elle avait fait une formation de massage et elle était en train de masser quelqu'un. Alors, est-ce que elle s'était trop mis la pression sur cette formation pendant le massage? Est-ce que tu as assez d'informations pour savoir si oui ou non il s'est passé quelque chose pendant ce massage? Est-ce que par exemple c'était le premier massage qu'elle faisait? Est-ce que tu en as ces certitudes-là ou pas? Non. Donc on ne pourra pas tirer d'infos pertinentes sur cette crise-là. Et la quatrième? Et la quatrième, c'est après ma séance, la première. Après ta séance. D'accord. Donc Ouais. lorsque on a essayé de mettre en place des éléments de changement, de travail. Ouais. de travail. D'accord? Mm. Des éléments de travail qui sont orientés comment? Solution. Si on travaille sur une safe place en première séance, ça veut dire qu'on travaille sur quoi? De quelle manière? Solutionniste, non? Solutionniste, pur et dur. D'accord? Il y a un problème. On pose un endroit dans lequel le problème n'existe pas, le problème n'existe plus, ou on peut aller se réfugier dans l'élément où le problème n'existe pas pour que le problème n'existe plus. Ça va? Pur solutionniste. Derrière, il y a une crise. Ok, on retient ça. On remonte le puzzle. 4 crises. Les 4 sur des moments potentiellement importants émotionnellement pour la jeune fille, avec rentrée scolaire sous l'égide d'un antécédent de phobie scolaire et d'harcèlement, annonce d'un avenir professionnel qui tombe à l'eau, tentative d'un nouvel avenir professionnel secondaire, on n'a aucune notion, où ça reste très flou sur les conditions dont est parvenue la crise, mais dans un contexte de recherche d'un nouveau parcours professionnel. Et enfin, une dernière crise lorsqu'on essaie de poser un élément qui pourrait aider à ne plus faire vivre ces crises. Ça va? Ok, maintenant, il y a une autre information qui était importante derrière. C'est quoi? C'est que ces crises, elles existent depuis quand? Depuis qu'elle est jeune fille. Depuis qu'elle est toute petite. Depuis quand exactement? Alors, d'après le papa, ce serait sa maman qui a perdu son frère. Elle ne connaissait pas du tout ce monsieur, mais je pense qu'en fait, par rapport au comportement de la maman, elle a surréagi. C'est-à-dire? Euh, T'as pas trop d'infos là-dessus? T'en as ou Non. t'en as pas du tout? Non, j'ai juste ces infos-là. D'accord. Est-ce que ce sont des infos qui pourraient être aidantes à mieux comprendre le fonctionnement de ces crises chez cette jeune fille? Est-ce qu'elle elle serait tellement sensible que... Cherchons pas à interpréter pour l'instant, juste oui ou non. Est-ce qu'il pourrait y avoir des informations pertinentes à tirer en allant creuser un petit peu plus loin sur son histoire et en allant chercher potentiellement quelles sont les autres crises qui a pu avoir lieu dont elle se souvient, elle, ou dont se souvient son père, et quels étaient les contextes de ces séances, de ces crises-là? Oui, non? Je ne sais pas. Les autres? Est-ce que ce serait intéressant d'avoir cette information? Oui. Alors, si tu me dis oui, Nora, pourquoi? Bah oui, ça serait intéressant d'avoir l'information du moment initial où ça a débuté, parce qu'il y a probablement plus d'éléments du contexte qui seraient significatifs. D'accord, mais pour quelle raison ce serait plus important? Ben, pour lui permettre peut-être d'envisager d'aller en régression dans ce moment-là, pour travailler d'une manière plus globale, en fait. Ok, là, on toucherait plutôt un travail ultra systémique. Ça marche, on met de côté pour l'instant. Maintenant, pour quelle raison ça pourrait être intéressant aussi sans parler de travail hypnotique pour l'instant?
Qu'on puisse avoir une idée des gâchettes à chaque fois, peut-être faire du lien avec les gâchettes. Ça apporterait quoi, Émilie? Moi, là, je pressens un trouble complexe, en fait, un trauma complexe. Alors, si c'est aussi pour savoir où on met les pieds. Alors, Et la fonction du symptôme. attends, Assia, on termine avec Émilie et après on prend. Émilie, qu'est-ce que tu appelles trauma complexe? Ici, dans cette situation. Argumente. Le fait qu'il y ait une multitude de contextes qui puissent amener des crises, que ça peut être un moyen de défense ou une résistance émotionnelle, et que ça peut renforcer le traumatisme. Chaque crise peut renforcer. Le fait que ça soit arrivé au départ quand elle est très jeune, que c'est apparemment, comme il y a un lien avec la mère, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'attachement qui est en place. Alors, c'est beaucoup d'interprétations, mais en tout cas, j'ai beaucoup de warnings qui se mettent là. Ok, maintenant tu effaces les interprétations, tu gardes tes warnings et tu essaies de me trouver des éléments factuels qui puissent justifier ces warnings-là. Déjà, là, le père est présent et il y a une crise qui arrive. Le père est présent sur la première séance et c'est avec lui que se tient l'anamnèse et il y a une crise en post-séance derrière. Ok, quoi d'autre? Ouais, Fred, j'ai vu que tu as levé la main, on termine avec Émilie et je te laisse la parole. Je sais pas, Le père est présent, l'anamnèse se tient avec lui. Dans quel état est le père quand il parle de l'anamnèse? mal, il est patient en ce moment-là. Très bien, il n'est pas bien et même Karine te dit ce serait intéressant qu'il fasse une séance aussi. Donc ça veut dire quoi, de manière factuelle? C'est que le père est Dans la systémie du problème. Il est impliqué. Oui. Ça va. Ensuite, il y a une autre info que donne le père, c'est que pour lui, les crises sont apparues à partir du moment où la mère a perdu son frère et qu'elle a surréagi. Ça, est-ce qu'on en a certitude? Non, c'est l'interprétation du père. Pour autant, ça nous donne une autre information, c'est que potentiellement, la mère est impliquée. Oui. Autre information qu'on a, c'est que pour le terrain de la jeune fille, on a à la fois le terrain de la maladie, qui n'est pas rien quand même, c'est une maladie lourde, avec un traitement lourd, et des handicaps lourds derrière. On a le terrain psychosocial et social. Donc, psychosocial, elle ne va pas pouvoir s'identifier dans la profession qu'elle voulait faire parce que cette profession lui sera inaccessible. Donc, dans sa construction identitaire et son émancipation identitaire, potentiellement, il pourrait y avoir des problèmes ici. Et social, on a un problème de harcèlement scolaire qui se met en place et donc de jugement de ces sphères sociales envers elle en pleine construction identitaire. Là-dessus, on y rajoute le fait que forcément, ses parents sont impliqués dans cette notion-là et ont dû certainement, ça sert à un truc à éclaircir sûrement, mais on pourrait facilement avoir les réponses, les parents sont d'autant plus impliqués du fait qu'elle ait été malade et qu'elle soit en récession par rapport à son cancer, par rapport à sa tumeur. Ça va? Donc là, effectivement, on a un terrain qui est complexe. Pour autant, est-ce qu'on peut le juger de traumatique? Le juger, non, mais le mettre dans un coin de notre tête quand même. Voilà, c'est-à-dire qu'on est bien face à une systémie complexe qui implique de nombreuses personnes. Et là, le plus gros warning qui ressort avant de faire sortir un warning trauma, c'est quoi? Tu peux répéter? Le plus gros warning qui sort avant le warning trauma, c'est quoi? On a vite fait parler. C'est pas la phrase. Je vous ai parlé du bouquin que j'étais en train de lire et que tu as acheté, Émilie. Oui, j'ai commencé à le lire. Oui. Donc, ce warning-là, qui pourrait apparaître, c'est quoi? C'est quoi le livre? C'est sur la systémie, les troubles psychotiques dans la famille. Donc, du coup, voilà, c'est la systémie qui est avec le risque psychotique au cœur. Le risque d'injonction paradoxale. D'accord? Là, concrètement, on a ça en plus qui vient. On a un risque d'injonction paradoxale. C'est-à-dire comment le lien familial ou les liens relationnels extra-familiaux viennent
potentiellement nourrir la sauvegarde de la problématique, qui est la crise psychogène, qui est une crise qui peut correspondre aux symptômes, aux signes, on va parler de signes dans nos compétences, qui pourraient correspondre à ce type d'injonction. Ça va? On a ça d'un côté. De l'autre, on a de multiples terrains qui potentiellement pourraient être traumatiques pour un enfant de jeune âge jusqu'à son adolescence, avec un décès avec des réactions fortes de sa sphère familiale directe, un changement comportemental, derrière une maladie qui impacte directement sur sa capacité de survie, dont elle se sort, mais qui a un impact important dans ses relations sociales et dans sa vie à elle, directement et indirectement. Donc là, on a effectivement un terrain qui potentiellement est hautement traumatique aussi, et qui en plus est lié potentiellement à l'injonction paradoxale. Ça va? Vous commencez à avoir le nœud là? Ouais. Chouette. Donc maintenant qu'on a tout ça, sans parler d'hypnose, je vous repose la question et après on va bosser sur la partie hypnotique. Mais là, juste en ayant toutes ces infos qu'on peut avoir pendant l'anamnèse et en réfléchissant et en remettant toutes les pièces dans le puzzle. Si je vous pose la question, est-ce que je peux accompagner cette jeune fille? Vous allez me répondre soit par oui, soit par non, et me citer les conditions pour le faire et la manière que vous auriez de l'accompagner. J'écoute. Fred, en attendant, tu avais levé la main, tu peux nous dire ce que tu avais à nous dire si je n'ai pas répondu entre-temps. Non, c'était hors sujet, je pense. Donc, voilà. Tu peux le tenter quand même, hein? Vas-y, dis-le. C'était au moment où tu avais posé une question bien précise sur les warnings du premier contexte. C'était juste savoir qu'est-ce qu'elle a appris, elle, de ce premier contexte sûrement traumatisant. Comment elle a, qu'est-ce qu'elle en a tiré comme leçon? En tout cas, de ce premier contexte, il y a plein d'autres choses qui en ont découlé. Donc ça, on va pouvoir le travailler quand? Sous hypnose, plus tard. Donc ça, on va parler dans la seconde partie de l'analyse de la pratique. Là, pour l'instant, on essaie de retrouver juste toutes les pièces qui peuvent être intéressantes et c'est en ça que c'est important de tenir un entretien avec un sujet, sans parler forcément d'anamnèse pure et dure telle qu'on les a apprises. C'est pourquoi je mène une anamnèse et qu'est-ce que j'en tire comme info et à quoi me servent ces infos. Une anamnèse, son seul rôle, c'est de vous donner de l'info. Après, cette info, il faut savoir l'analyser, il faut savoir tirer ce qui est pertinent de ces infos-là. Pour le sujet, pas pour nous. Ça va? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que là, concrètement, on a plein d'infos qui nous permettent de pouvoir s'orienter d'une certaine manière ou pas dans le travail à mener. Donc, je vous répète la question. Là, à la vue de tout ce que l'on vient de dire et de tout ce qu'on vient de tirer comme information, est-ce que vous pensez que vous pourriez suivre cette personne, oui ou non? Et si oui, dans quelles conditions et de quelle manière? Alors, moi, la question, je me la suis posée à la suite de la première séance. La seule chose que j'ai trouvée, c'est est-ce qu'on aurait peur de gérer une crise ou pas en pleine séance. Après, Ok, on a la possibilité. Ouais, on a la possibilité ou pas d'accompagner, ça dépend de chaque praticien. Du coup, entre-temps, j'ai passé mon premier secours. Comme ça, j'ai la base, je sais que si elle fait une crise, je sais comment réagir. Même s'il y a le papa dans la salle d'attente. Voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai mis en place en tant que praticienne et en tant qu'accompagnante. Très bien. Les autres, bien ou pas bien? Ah bah, c'est bien pour Karine, parce qu'elle avait une peur et pof, elle a trouvé une solution pour ne plus l'avoir. C'est parfait. Plus que Et c'est ça. aussi bien pour la personne, parce qu'au moins elle a une base de connaissances, comme elle dit, pour pouvoir savoir comment réagir si ça se déclenche. Et donc, du coup, elle peut oser aussi faire un travail sans avoir peur de ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça?
À la formation des premiers secours ou à ce qu'on Oui. est en train de dire? La formation des premiers secours, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Pour que Karine puisse encore plus se sentir à l'aise dans le potentiel gestion d'une des crises psychogènes que pourrait connaître sa patiente. Se Oui, mettre en lien peut-être avec l'équipe médicale qui la suit. Très bien, quoi d'autre? Que c'est l'équipe médicale qui a favorisé le fait qu'elle aille faire de l'hypnose, donc ils sont plutôt ouverts à la discussion et aux échanges, je pense. Quoi d'autre? Apprendre à gérer des crises réactionnelles. Les deux peuvent avoir Ça des. arrive en séance. Une crise psychogène. Ouais. C'est une crise qui a été générée par une pensée. Mhm. D'accord? Donc, de fait, une abréaction est une crise psychogène. Ok. Ça va? Mhm. Qu'elle soit de l'ordre de l'épileptiforme ou de l'ordre de la tétanie, crise de tétanie, ou de l'ordre de la crise de spasmophilie, ou de l'ordre de ce que tu veux, Ah les oui. crises psychogènes, elles peuvent avoir n'importe quelle forme. Le gros problème qu'on a, nous, en tant que praticiens, c'est que très souvent, on est affolé par ce type de crise qui nous arrive en cabinet, alors qu'on est dans l'un des domaines où ça pourrait le plus se produire, puisqu'on touche directement à la psyché de la personne et à ses charges émotionnelles. Mm. Donc, ça paraît logique qu'il y ait des abréactions à un moment donné. Et pour autant, on est les moins armés pour ça. C'est-à-dire qu'on est les moins armés dans la connaissance de ce qu'est une crise psychogène et dans la manière de les gérer. Donc, très facilement, si on n'est pas formé au premier secours, bah, on a tendance à paniquer et vite appeler les secours. Secondement, quand on est formé au premier secours, on a tendance à être moins paniqué, à savoir réagir, mais à quand même appeler les secours. Les secours qui vont l'emmener aux urgences, passer 3 heures et qui vont lui dire bah, c'est bon, vous n'avez rien, mademoiselle, rentrez chez vous. Entre 3, si ça se passe bien, et 12 heures, pour rien. Elle va attendre aux urgences pour rien. Sachant qu'on a une systémique ultra complexe derrière, avec des notions d'injonction paradoxale, des notions potentiellement traumatiques et multiples, qui fait que si on l'emmène aux urgences pour rien, ça peut générer quoi chez elle? Non, là, le but de la formation, c'était pas forcément d'appeler les secours, c'était en premier temps de savoir gérer. C'est ça, pouvoir gérer la crise, savoir exactement quoi faire face à une crise qui pourrait ressembler à une crise épileptique, et dans le doute où ça pourrait en être une ou pas, parce qu'on n'a pas les compétences de pouvoir juger si c'en est une ou pas, savoir au moins quels sont les premiers gestes pratiques et éthiques à faire pour préserver la victime, le sujet, le patient, le client. Ça va? Donc oui, c'est très bien ça, Karine. Maintenant, l'idée en plus qu'on pourrait faire, c'est comment je peux mettre en place des éléments stratégiques, techniques, pratiques, qui puissent me permettre non plus simplement de gérer la crise quand elle vient et puis la laisser passer, identifier sa gravité ou non et savoir si j'ai besoin d'une aide médicale ou non sur place, mais savoir exactement, une fois que j'ai identifié qu'effectivement elle ne représente aucun risque pour mon sujet, comment je peux l'exploiter pour qu'elle me serve à la séance. Si crise psychogène il y a, trigger il y a. Si trigger déclenche crise psychogène, alors il y a un terrain de travail. Ce terrain de travail, il faut que je puisse identifier si oui ou non je peux le travailler, et donc de quelle manière. Et donc de quelle manière je vais pouvoir, au lieu de juste calmer la crise et de me dire merde, elle a fait une crise, de me dire ok, super, elle fait une crise. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise? Et comment je peux arriver à toucher ce qu'il y a derrière, et est-ce que je peux vraiment y aller éthiquement? Donc là, l'idée, ce serait plutôt comment je pourrais apprendre à gérer ces crises-là. Ça, on le met de côté pour l'instant. Ça pourrait être un des points d'évolution pour Karine et pour nous tous. Pour ceux qui ont fait chat, vous avez vu qu'il y a manière à pouvoir gérer ces crises-là et qu'on peut en tirer quelque chose de vraiment très positif pour le sujet dans son avancement du travail. Oui, non? La crise, elle vient peut-être de ce qu'elle se dit du contexte et de ses jugements. Donc, exactement, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il faut travailler sur ce qu'elle se dit d'elle. Alors, il faut travailler sur... On n'est pas sûr que c'est sur ce qu'elle se dit d'elle, c'est sur ce qu'on peut dire d'elle aussi et sur ce que ça renvoie sur crise sanitaire. Ça peut toucher l'affaire psycho, comme l'affaire psychosociaux, comme l'affaire socio. Ça, oui, vous n'avez pas les moyens de l'identifier. Que ça vienne d'elle ou de l'extérieur, quelque part. Voilà, mais là, voilà, c'est juste une porte ouverte que je vous donne pour vous dire qu'on peut aller plus loin que d'apprendre les premiers secours. Les premiers secours, c'est excellent, Karine, tu as eu un excellent réflexe, c'est la base de la base, et c'est quelque chose à avoir quand on travaille avec les relations humaines, et notamment dans des milieux où on peut toucher l'émotion. Ça nous permet de nous sécuriser, nous, et
de sécuriser le patient, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri que vous ayez un patient un jour qui tape sa crise cardiaque en plein milieu de votre cabinet. Ouais. Potentiellement, ça peut arriver. C'est déjà arrivé à des praticiens. Donc, c'est toujours bien d'avoir les premiers secours. Comme ça peut vous arriver dans la rue, comme ça peut vous arriver au supermarché. Les premiers secours, c'est la base du citoyen. Point. Donc, oui, j'encourage tout le monde à le passer, et notamment quand on est dans des milieux professionnels où on brasse beaucoup de monde. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est comment je peux aussi aller plus loin professionnellement quand j'ai écarté tout danger de santé pour mon sujet et que, potentiellement, ça peut être une porte ouverte à mon travail. Si vous êtes un employé de supermarché, le premier secours, ça vous suffit. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment vous pouvez exploiter une crise. Maintenant, quand on travaille avec la psyché, quand on travaille justement à faire amener quelqu'un à bosser sur des éléments internes qui sont conflictuels et qui lui créent ces problématiques, ben, savoir les reconnaître et savoir déjouer les plans stratégiques et réactionnels qui se mettent en place dans sa génération des réactions psychologiques qu'elle pourrait avoir face au stimulus. Une fois que j'ai compris comment pouvoir travailler dessus, ben en fait, je peux être que content qu'il y ait une crise réactionnelle. Parce que ce sera soit un élément qui va me permettre de renforcer la relation et donc de moduler la relation humaine que j'ai mis en place avec mon sujet et donc de booster le travail plus loin, soit une porte ouverte sur le travail plus profond, parce que là, la crise psychogène qui se présente n'est pas une barrière, une résistance, mais elle est juste justement une résistance qui a sauté. Ça va? Il faut savoir reconnaître les deux. Quand est-ce que je peux passer parce que la porte est ouverte et quand est-ce que je ne peux pas passer parce que le portail est fermé. Et quand est-ce que je ne peux absolument pas passer parce qu'en plus il y a les miradors. Ça va? Ouais. Tac, 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 tac. Donc je reviens à la question. Est-ce que je peux bosser avec cette personne? Encore? Sous quelles conditions? Et de quelle manière? Déjà, est-ce que je peux bosser avec cette personne? Ceux qui veulent dire oui, je vais vous mettre un petit sondage. Hop là. Vous avez un sondage qui va apparaître. Hop là. Vous avez juste à répondre oui ou non. J'ai 2 réponses pour l'instant. Attends, je trouve pas le sondage. Il est où? Tu vas dans activité. Activité, ok. T'as trouvé? Ouais. Pour l'instant, j'ai 4 oui et 1 non. 4 oui et 2 non. Merci, Jérôme. De rien. Il en manque un. On va dire qu'on a un je sais pas. Super. Moi, je voulais faire je sais pas aussi, mais il n'y avait pas. Et on refait le sondage. On a 4 oui et 1 non. Pour ceux qui ont dit non, pourquoi vous dites non? Moi, j'ai dit non. Toi, t'as dit non, Asia? Oui. Ok. J'ai dit non parce que je ne maîtrise pas le sujet. Si je ne maîtrise pas le sujet, je ne travaille pas. Super réponse. Voilà. Savoir faire preuve d'humilité, c'est ça aussi. Ça veut dire, bah, franchement, vu toutes les infos qu'il y a, vu le terrain complexe que c'est, là, ben, je m'en sens pas les épaules. Je me sens pas de pouvoir travailler avec cette personne-là. Ok. Et c'est complètement raisonnable et c'est complètement acceptable. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire si je refuse de l'accompagner? Est-ce que je peux juste lui dire, bah, je suis désolé, je suis pas capable de. Non, on a besoin de savoir réorienter aussi. Parce que c'est pas cool de juste dire non, je travaille pas avec toi, mais plutôt réorienter. C'est ça, réorienter. Autre chose qu'on peut faire, c'est se dire, c'est plutôt non, mais je sais pas. Peut-être. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Explorer
pour voir, pour juste clarifier si c'est un non strict ou s'il y a une opportunité de travail sans nuire. Parce qu'il n'y a pas tout, on n'a pas eu toutes les informations pour pouvoir travailler. Le peu d'informations qu'on a, pour moi, ça agite des alertes où je ne me sens pas capable de. C'est ça. Ça met des drapeaux orange et des drapeaux rouges un peu partout, là. On n'est pas trop sûr de pouvoir bosser. Voire même certains sont absolument sûrs de ne pas pouvoir. Si on est sûr de ne pas pouvoir, avec humilité, on peut simplement dire « je ne peux pas » et trouver les solutions nécessaires à pouvoir réorienter vers les bonnes personnes. Et si j'ai que des oranges et qui me disent « je ne sais pas, je ne m'en sens pas capable », c'est aussi avoir la force de pouvoir se dire « attends, je ne m'en sens pas capable, mais pour autant, est-ce que je n'en serai pas capable ?» Parce que vous avez aussi des compétences. Et rabaisser ces compétences et rester en dehors de ce que vous pourriez fournir face à des cas difficiles et rester que dans des cas faciles, c'est pas ça qui va vous permettre de développer aussi plus loin vos compétences. Maintenant, forcément, on va pas se lancer dans des choses qu'on ne peut pas maîtriser complètement. Et la saison, on est sur la systémie familiale en termes de thérapie. On n'est pas sur des cas simples. Si on est face à un adulte, déjà, c'est quelque chose de différent. Là, elle a 16 ans, elle est encore immergée dans sa systémie familiale. Moi, je ne suis pas formée à la prise en charge de thérapie systémique. Très bien. Voilà, pour moi. Et donc, là, concrètement, dans l'hypothèse que ton nom serait un nom orange, si tu décidais de travailler, ça serait sous quelles conditions? Accompagnement par un psychologue systémicien. Très bien. Ou par un, vu qu'elle a 16 ans? Psychiatre. Pédopsychiatre. Pédopsychiatre, ouais. On va bien le choisir, certes. On connaît la controverse sur les psychiatres et les pédopsychiatres aujourd'hui, les séances à 15 minutes ou à 10 minutes avec des traitements derrière, etc. Ok. Pour autant, il y a quand même de très bons psychiatres qui existent et qui peuvent être un énorme potentiel d'aide pour cette personne qui connaîtra mieux le mieux des systémies familiales et notamment des jeux psychotiques en situation familiale qui pourraient peut-être avoir un rôle à jouer ici. Et ça, vous ne pouvez pas en être certain, vous. Vous ne pouvez pas savoir si oui ou non, il y a vraiment besoin d'un pédopsychiatre formé en systémie familiale. Là, vous savez juste que il y a plein de drapeaux qui pourraient vous dire oui ou non. Vous n'avez pas les compétences de pouvoir dire oui ou non. Par contre, vous pouvez vous orienter vers des gens qui ont cette réponse-là et qui vont pas pouvoir, eux, dire oui ou non. Donc, ils vont pouvoir vous dire à vous, oui, tu peux bosser sous hypnose. Par contre, sous telle réserve, sous telle réserve et sous telle réserve. Et moi, je vais accompagner cette personne-là en tant que pédopsychiatre, en tant que psychologue, de cette manière. De quelle manière on peut travailler ensemble pour que nos travaux ne rentrent pas en conflit, mais qu'ils soient complémentaires et qu'on avance de manière fédérée. Ça va? Il ne faut pas forcément voir le fait d'accepter ou de refuser une séance de manière manichéenne. Votre façon que vous avez de voir votre séance, elle doit toujours être selon un maximum de nuances possibles. Et plus votre éventail a des nuances de couleurs, et plus ça veut dire que vous aurez développé vos capacités de réflexion, d'analyse, d'objectivité et d'humilité. Être humble, c'est pas dire non, je ne suis pas capable. Être humble, c'est savoir dire en tout état de cause ce que vous êtes capable d'assumer, sous quelles conditions et de quelle manière. Ça va? C'est là que vous allez pouvoir toucher à vos vraies limites en tant que praticien. 1, d'un point de vue technique. 2, d'un point de vue stratégique. 3, d'un point de vue des connaissances générales. Et 4, d'un point de vue éthique et déontologique. Ça va? Si vous ne faites pas cette analyse et que vous vous renfermez simplement sur ce que vous pensez être capable ou pas capable de faire, il y a deux possibilités. Soit vous jugez que vous êtes capable, et puis vous foncez potentiellement droit dans le mur, soit vous jugez que vous n'êtes pas capable, et en fait, vous ne bougez pas du canapé. Donc, vous vous empêchez de pouvoir avoir une occasion de vérifier vos compétences et de progresser. Ce n'est pas d'en prendre un risque, c'est de savoir de quelle manière je peux me permettre de, une fois que j'ai su rassurer tous les drapeaux oranges qui se sont présentés à moi. Ça va? Je vous entends plus parler, c'est génial. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire passer comme message là? Bah oui, complètement. Moi, c'est pour ça que je voulais un je sais pas, peut-être oui sous condition. Mais il n'y avait pas dans le sondage.
C'est ça, Très il y bien. avait un oui mais, il y avait un oui mais qui manquait. Mais j'ai fait exprès. Justement, c'est pour ça qu'il y a les questions derrière. J'ai hésité, j'ai horreur de ne pas savoir faire un choix. Et pour autant, la vie, c'est justement un choix. Ouais. On a permanence des choix à faire, et si vous restez dans le non-choix, bah, c'est ce qui va aussi bloquer derrière. Non, mais j'en ai fait un, mais je l'assume Voilà. moyen. Oui, mais justement, c'est ça, c'est en faisant ce choix, quelles sont les conditions et quelles sont les restrictions que tu t'es imposées directement en faisant Ouais. ce choix. Oui, en mettant le oui, je me suis dit ouais, mais alors il faudrait en effet, d'une part, que je tutorie cet accompagnement par un Jérémy Nouan pour être sûr de ne pas faire des conneries en route. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je sois en contact avec la personne qui la suit, ou avoir un avis justement pour les choses que je ne maîtrise pas encore dans ce processus. Et peut-être les écueils auxquels je ne penserais même pas, moi, parce que je ne suis pas formée, je suis pas formée en psycho, quoi. Enfin, Très bien. Émilie, tu étais en train de parler en même temps que Nora tout à l'heure. Oui, je conditionnais mon oui avec un oui mais tu as déjà parlé voilà, tu as déjà exposé toutes les conditions possibles. Ok, Jérémy, tu avais levé la main. Excuse-moi. J'ai une amie qui est thérapeute familiale, psychologue, et c'est une évidence. J'aurais envisagé soit une supervision, soit des séances communes avec père, sans père, et elle, avant de faire de l'hypnose, pour déjà balayer un peu tout ça, quoi. Y voir plus clair en tout cas. Ouais, moi aussi, une des conditions, ça aurait été que le père et la mère potentiellement acceptent également, parce que ça sert à rien, je pense, de mon opinion, d'accompagner une jeune fille et la remettre dans un contexte si jamais ça n'a pas évolué et que ça ne peut pas accompagner son changement, en fait. Très bien. Jérémy, tu voulais parler. Voilà, en fait, ça, c'était la condition du non aussi. C'était que on était dans une systémie familiale relativement complexe, avec potentiellement une pression des parents, vu que les crises arrivaient principalement sur des choix, sur des changements qui conditionnent au niveau professionnel derrière, donc sur du long terme. Peut-être que éventuellement il y aurait une pression familiale derrière. Et si on fait une séance et si on accompagne uniquement la jeune fille et qu'on la remet dans ce contexte avec cette systémie, cette pression qu'il peut y avoir potentiellement derrière, ça peut empirer les choses. Donc, c'était la condition de mon nom aussi. C'est ça. Il y a un autre truc qui est capital à comprendre. C'est que même si, je prends mon exemple par exemple, même si j'ai lu plein de bouquins, même si j'ai des connaissances relatives en psychologie, en sociologie, si j'ai lu des bouquins aussi compliqués que jeux psychotiques dans la famille, bah, pour autant, ça ne me donne pas la capacité de pouvoir faire de la systémie familiale. Je ne serai jamais un psychiatre à la place du psychiatre. Mon rôle, c'est d'être hypno et mes compétences, c'est celle d'un hypno. Par contre, j'ai enrichi mes compétences d'hypno avec des connaissances qui sont en dehors du domaine d'hypno, ce qui me permet de pouvoir avoir un tableau un peu plus clair, un peu plus élargi de ce qui pourrait être un drapeau rouge, un drapeau orange pour moi. Ça ne veut pas dire que je transforme mes drapeaux orange en drapeau vert. Attention. Parce qu'une connaissance, ce qu'on a lu dans un bouquin, bah, c'est juste une connaissance. Sans savoir-faire et sans savoir-être, bah, ça ne sera jamais une compétence. Donc, ce que vous lisez dans les livres, et quand vous accumulez des bouquins, ça ne vous donnera jamais le savoir-faire. Ça vous donnera peut-être un petit peu de savoir-être, et encore. Le savoir-faire, le savoir-être, c'est deux autres sphères différentes. Et pour qu'il y ait une compétence, il faut qu'il y ait les trois. Ça peut donner les mots pour faire illusion. De quoi? Ça peut donner les mots pour faire illusion. Voilà, mais tu ne seras jamais autre chose qu'une Hermione Grandeur. Tu vois, en gros, c'est bien, tu as des connaissances, mais tu resteras Hermione Grandeur. Quoi. Voilà, des fois, il suffit juste de ça pour faire basculer une systémie. Vas-y, répète, Jérém. Parfois, il suffit juste d'avoir des mots, quelques mots bien placés pour faire basculer une systémie. Oui, le problème, c'est que tu n'auras jamais les compétences et le savoir-faire pour savoir de quelle manière tu le fais basculer. Donc, dans un cas aussi complexe, ce qui va te permettre de pouvoir analyser la complexité, c'est justement d'avoir élargi ton champ de connaissances. Ton champ de connaissances, pas de compétences. Ce qui va te permettre de pouvoir réaliser ce qui est de ton champ de compétences et ce qui ne l'est pas.
Mais à quel point ça n'est pas ton champ de compétences. Et parce que tu as les connaissances nécessaires pour pouvoir voir tout le panel. Ça va? Et de là, dans le champ de compétences que tu as, par rapport au champ de connaissances qui t'a permis de voir la situation telle qu'elle est, tu vas pouvoir savoir quel est le pourcentage des compétences que tu remplis face à ce que nécessite la situation, dans tout son éventail, par rapport au champ de connaissances que tu as. Si tu as un champ de connaissances qui est majoritaire par rapport au champ de compétences que tu as, bah ça pue un peu. Parce qu'au bout de compte, tes compétences ne suffisent pas à. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour pallier à la majorité de ce qui a révélé mon champ de connaissances, de la complexité de la situation, pour que je puisse me permettre de travailler sur mon tout petit champ de compétences que j'ai dans cette complexité-là. Est-ce que j'ai dans mon réseau des gens qui peuvent venir compléter l'équipe? Oui, non. De quelle manière? De manière complète ou partielle? Et en récupérant tout ça de manière complète ou partielle, est-ce que ça suffit pour pouvoir me permettre de pouvoir traiter cette personne? L'accompagner? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et derrière, est-ce que mon champ de connaissances est suffisant pour que j'ai bien une visibilité maximale de toute la complexité du problème? Ça va? Là, concrètement, si on reprend la situation de Karine, on a déchiffré une situation qui potentiellement relevait d'une systémie familiale complexe, mettant en implication le père, la mère, une histoire de décès dans le jeune âge, une histoire de maladie grave avec un traitement lourd chez une jeune fille en plein développement identitaire, plus un état de relation sociale dégradé par une situation de harcèlement scolaire. Waouh, ça fait large. Avec un suivi médical toujours en cours, et qui est important et qui est lourd. Ok. Là-dedans, par contre, j'ai été conseillé, le sujet a été conseillé d'être suivi sous hypnose. Donc, c'est que mon champ de compétences a bien une petite part là-dedans à jouer. Super. Maintenant, quelle est la part la plus saine que je peux jouer là-dedans par rapport à mes compétences à moi en tant qu'hypno, dans toute cette complexité-là, et de quoi je vais avoir besoin en sécurité pour combler tout le reste de l'éventail que j'ai pu identifier avec mon champ de connaissances ou grâce à ce live et au champ de connaissances des autres, pour savoir exactement qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir me permettre de travailler sur ma petite partie à moi, sans influer sur tout le reste. Ou du moins, sans influer négativement sur tout le reste, mais en restant le plus neutre possible. Ça va? Là, la réponse, elle peut être intéressante. Qu'est-ce que Karine, là, avec tout ce qu'on vient de dire, tu aurais envie de mettre en place? Est-ce que tu te sentirais de continuer à travailler toute seule avec elle? De quelle manière? Quelles seraient les limites que tu poserais? Ou qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place comme communication? De qui tu pourrais avoir besoin, par exemple, dans ce suivi-là, qui pourrait être pertinent? Comment tu te positionnes, toi, personnellement, là-dedans? Enfin, professionnellement, pas personnellement. Karine, tu es là? Oui, oui, je suis là, mais je réfléchis. Ah, d'accord. J'irai Déjà- peut-être un Ah, peu vas-y, plus dis-moi, Karine. approfondir. Peut-être un peu plus approfondir avec elle toute seule ce moment de crise. Pour Ouais. essayer d'aller un peu plus comprendre. Après, j'avais quand même ouvert une porte si elle avait envie de travailler quelque chose de particulier. Je lui ai expliqué qu'elle n'était pas forcément obligée de me dire ce que c'était dans un premier temps, qu'on pouvait travailler un sujet sans que je connaisse, voilà, pour lui ouvrir une porte si elle avait quelque chose qu'elle gardait en elle et qu'elle voulait travailler. Ok. En lui proposant ça, qu'est-ce que ça impacte?
D'être un peu plus en confiance et de ne pas être forcément jugée sur son sujet qu'elle veut travailler, quoi. Très bien. Et de l'autre côté, et en même temps? Euh, Déjà, ça lui ouvre l'opportunité de le faire et sans que papa soit au courant non plus. Ou Ok, maman. et en même temps. Émilie. Oui, excuse-moi de t'interrompre, Karine. Je me demandais si c'était la volonté du père de venir ou si c'était elle et quelle était sa demande à elle précisément lors de la première séance. Si elle en avait une déjà. Oui, elle en a marre aussi déjà, elle, de faire des crises et de voir les conséquences que ça a sur son entourage. Donc, Et au moment où elle évoquait les conséquences sur son entourage, tu as observé quelque chose sur elle en termes de réaction? En fait, les conséquences, c'est qu'elle, elle n'est pas trop consciente de ce qui se passe. Donc, j'avais demandé au papa s'il avait déjà filmé une crise pour qu'elle puisse voir ce qui se passe, parce qu'elle, après, elle oublie, en fait. Donc, les conséquences lui sont racontées. Ah, donc toi, tu dis les conséquences pour elle-même dans le cadre de sa crise. Mais moi, je parlais plus largement des conséquences sur son environnement familial, du fait qu'elle soit dans ce système de crise, justement. Elle le voit que ça compromet aussi un petit peu son évolution et son avenir, quoi. Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu sais, parfois, tu as des enfants qui sont malades. Tu vas me dire, ils font pas exprès d'être malades. Sauf que parfois, cette maladie-là, elle prend tout d'un coup une fonction. Parce que peut-être maman qui était suroccupée au travail va devenir plus disponible. Tu vois ce que je veux dire en termes de bénéfices secondaires. Et Oui, ça, je le sais. donc en fait, cette jeune fille, quand elle fait des crises, ça a des conséquences sur sa famille, sur le climat familial, sur peut-être les relations, sur la qualité de l'attention qu'on lui porte, sur potentiellement plein d'autres choses. potentiellement. Oui, j'ai dit potentiellement. Fred, tu voulais parler, tu as ouvert ton micro un instant. J'étais un peu sur la même dynamique, c'est que vu que tout ça est apparu après le décès du frère, tout ça a sûrement une fonction, potentiellement une fonction. On ne sait pas si c'est apparu après le décès du frère. Ça, C'est l'histoire que se raconte le papa. du père. Ah d'accord, mais j'ai pas entendu le début, c'est pour ça. Ça, c'est l'interprétation du père. On ne sait pas, on n'a aucun élément factuel qui nous permet de savoir si oui ou non les crises sont apparues à ce moment-là. Moi, j'avais quand même une question parce que j'ai pas entendu l'historique. Quand elle fait ses crises, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui est présent ou est-ce qu'elle est seule? Ça lui arrive d'en faire la nuit. Donc, elle a le temps d'appeler quand même ses parents. Quand elle est au lit, ça lui arrive aussi. Ok. Donc, c'est pas forcément en présence d'une personne. Donc elle ne se rappelle pas qu'elle a ses crises, mais elle les sent venir. Mais quand c'est la nuit, oui. Le jour, elle les sent pas venir. Ouais. Ok. Donc je repose ma question. Est-ce que tu te sens travailler seul dessus? Je la tourne de manière différente la question. Est-ce que tu te sens travailler seul dessus? Est-ce que tu penses avoir les compétences à 100% de pouvoir travailler dessus et de pouvoir continuer à l'accompagner? Ou est-ce qu'il te faudrait une aide? Je pense que je pourrais contacter les professionnels de santé. Pourquoi? La neuro. Pourquoi? Peut-être pour cadrer un accompagnement. Très simplement. Parce qu'ils sont déjà en charge d'elle.
et que si c'est eux qui l'ont recommandé d'aller voir un hypno, ça permet de pouvoir boucler la boucle. C'est eux qui s'en occupent prioritairement. Toi, tu as un élément rapporté à l'équipe déjà en place. Donc, prendre contact avec l'équipe déjà en place, c'est boucler la boucle. Potentiellement, vous allez partager des infos qui peuvent être utiles les uns pour les autres. Potentiellement pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tu vas aussi pouvoir leur transmettre ce qui est de tes compétences et ce qui ne l'est pas. Là, concrètement, qu'est-ce qui est de tes compétences? De pouvoir accompagner la jeune fille sur ses émotions, sur Voilà. Tu as une habitude de travail sous protocole. Ouais. Tu as une expérience de combien de temps? 10 mois. De 10 mois. Donc, tu as une jeune expérience, une expérience sous protocole, avec des connaissances en psychologie. Tu as eu des connaissances en psychologie avant? Tu as fait une licence en Non, j'ai psycho? fait non. J'ai fait psychopathologie là, des centres de formation. D'accord, juste en centre de formation en hypnose. Ouais, c'est pour avoir les bases. Ouais. Ok. Donc, potentiellement, face à un cas aussi complexe, de qui tu pourras avoir besoin d'aide en plus? Sachant qu'en général, les équipes médicales, est-ce qu'elles connaissent réellement le potentiel champ de compétences d'un hypno? Bah, pas trop. Parce qu'en fonction de où tu es formé et de comment tu es formé, déjà, on n'a pas le même champ de compétences. Et en fonction de ton parcours professionnel d'avant, non plus. Donc, personne ne sait vraiment quel est le champ de compétences d'un hypno tant qu'il n'est pas désigné personnellement. Donc, boucler la boucle là, ça leur permet de, pouvoir transmettre toi, qui tu es, quel est ton champ de compétences, sur quoi tu es capable de travailler et quelle expérience tu en as. Donc, de poser aussi tes limites. 2, à eux de pouvoir mieux comprendre le travail que tu fais. Donc, vous allez favoriser votre communication. 3, de pouvoir prendre ensemble, dans l'équipe, de meilleures décisions pour le sujet. C'est quand même le plus important. Et 4, savoir ensemble, en toute humilité, tant la neurologue que toi et que tout le reste de l'équipe soignante, de savoir quel est le chaînon manquant. S'il y en a un. Et là, potentiellement, le chaînon manquant, ça pourrait être quoi? Nora, tu as allumé ton micro. Bah, la maman. Hein? La maman, peut-être. Non, le chaînon manquant dans l'équipe médicale. Ah! L'équipe d'accompagnement, parce qu'on ne peut pas parler d'équipe médicale avec un hypno au milieu. Bah, ce dont on parlait tout à l'heure, le pédopsychiatre. Très bien. Là, concrètement, le chaînon manquant, c'est le pédopsychiatre ou le psychologue. Ouais, Et à je suis... savoir qu'on n'est pas un substitut à la psychologie, on est un complément. Donc, concrètement, le chaînon manquant qui pourrait être intéressant, et ce sera à voir avec l'équipe médicale, c'est potentiellement un pédopsychiatre ou un psychologue. Ou au moins de s'assurer, si on a déjà vu un, quelles ont été ses conclusions. Et là, tu auras de nouveau une nouvelle personne à contacter. Mais ça va permettre d'éviter de sortir de son champ d'application, d'être juste un exécutant de ce qu'on a appris et de ne pas comprendre comment ça évolue, et de pouvoir apprendre encore davantage en expérience, ce qu'on a mis en place, en se nourrissant aussi de l'expérience de toutes les professions qui sont complémentaires à la nôtre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Gros sujet aujourd'hui, hein? Ouais. Merci Karine pour cette séance, parce que du coup, tu vois, ça met en place plein de réflexions qui sont super importantes quand on fait ce métier-là, en termes de bénéfices de risque pour le sujet, mais aussi en termes de positionnement éthique et déontologique pour le professionnel. Non, t'allais dire quoi? Non, j'allais dire que oui, merci beaucoup. Il y avait plein d'angles de réflexion dans cette séance, que ça soit sur l'aspect systémique, sur les partenaires, sur l'éthique, sur ce qu'on est capable de prendre en charge ou pas. Non, c'était vraiment très intéressant. Je voulais dire quand même que oui, quand le sujet m'a été apporté, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que je suis capable d'accompagner ce genre de... Bon, c'est quand même un parcours assez lourd pour une jeune fille de 16 ans. Après, moi, j'en suis capable parce que j'ai une expérience particulière. Il y a 10 ans en arrière, je n'aurais pas été capable. Voilà. Il faut savoir se positionner aussi par rapport à ce qu'on est capable de faire ou pas, quoi. Et émotionnellement aussi. Puis il y a ce qu'on est capable de faire personnellement parce qu'on a vécu certaines choses et ce qu'on est capable de faire professionnellement parce qu'on a appris certaines choses et on les a expérimentées en tant que professionnel. Vivre des choses de manière personnelle,
c'est une chose. Vivre les choses de manière professionnelle, c'en est une autre. On n'a pas le même rôle. Quand on les vit personnellement, on est un acteur direct de la situation. Quand on les prend en charge professionnellement, on est un médiateur et non plus un acteur direct de la situation. Du coup, ce que l'on a vécu ne prend pas le même sens que ce que pourrait avoir le sens de la situation pour le sujet. Et en plus de ça, la situation, quand même, elle pourrait faire écho à ce qu'on a déjà vécu nous-mêmes, mais absolument pas celle du sujet. Bien que ça puisse lui ressembler. Du coup, la manière que nous, on a eu de réagir face à ça n'est pas forcément la solution idéale pour le sujet. Et ça, c'est l'une des plus grandes difficultés à mettre en place pour un hypno, pour un psycho, pour plein de gens qui vivent plein de choses de manière personnelle, mais qui professionnellement ne sont peut-être pas des facilitateurs pour les prises en charge, et qui au contraire peuvent se transformer en véritables épines pour ton sujet. Parce que très rapidement, on pense avoir la solution A, alors qu'en fait, la solution n'est absolument pas adaptée au sujet. Et pourtant, toutes les spécialisations des hypnos et autres se font par rapport à leur expérience personnelle, quasiment. Voilà, on n'est pas là pour débattre de ce qui se passe dans les autres centres. On en a déjà assez parlé pendant Shot tous ensemble, et j'ai essayé de vous apporter justement, pour ceux qui ont fait Shot, ces réflexions-là et cette humilité-là à travers le travail et l'excellence qu'on est censé fournir auprès des sujets. Ça fait partie de la déontologie que j'ai envie d'enseigner et que je partage du profond de mes tripes avec vous. Attention à ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose personnellement qu'on est capable de l'accompagner professionnellement. C'est deux sphères qui sont différentes, ça demande deux réflexions différentes, deux points de vue différents, et notamment l'un des éléments sine qua non de la prise en charge d'un patient, bien qu'on vous dise partout qu'il faut savoir faire preuve d'empathie, eh ben, c'est d'éviter à mort le transfert. Non, il est hors de dire « Oh mon Dieu, elle a vécu la même chose que moi, donc je suis capable de le gérer ». Non, c'est faux. Non, c'était pas dans ce sens-là, en fait. C'était dans le sens, est-ce que moi, j'aurais aimé rencontrer un professionnel et que personne, enfin voilà, que le mode rejette le truc. Au bout d'un moment, aller voir les bonnes personnes qui sont capables de nous aider, quoi. C'est ça. Et puis, on a toujours quelque chose qu'on peut fournir, certes, à condition de savoir exactement identifier ce qu'on peut fournir. Et ça passe par ces réflexions lucides et objectives que l'on porte uniquement sur les faits et non pas sur l'interprétation qu'on fait des faits. Vous avez vu comment on a creusé ici. On n'a même pas parlé d'hypnose, on a juste parlé de toutes les infos qu'il pouvait y avoir pendant l'anamnèse. Et on a juste récupéré ça. Et juste ça nous donne énormément de pistes sur si oui ou non on peut travailler et de quelle manière. Ça va ? Fred ? Ouais, moi j'avais juste envie de dire que effectivement, ça pousse la réflexion sur soi pour savoir si on peut accompagner ou non. Surtout que pour le coup, c'est le corps médical qui a envoyé la personne. Donc dire non, je peux pas, c'est aussi un peu désavouer le corps médical. Donc faut savoir, faut bien, si on s'en sent pas capable, réorienter la personne vers des gens qui ont la compétence. Et puis en même temps, appuyer ce que le corps médical a dit à la patiente, de dire vous pouvez être suivi par un hypno. Alors, et nous, de notre côté, se poser la question du pourquoi, de comment, si on ne se sent pas les compétences et capable d'accompagner la personne. Donc c'est une double réflexion là. Attention, là, il y a un truc intéressant dans ce que vient de dire Fred, c'est que c'est pas parce que le corps médical vous dit que l'hypnose peut vous aider que l'hypnose peut vous aider. Quelle connaissance a le corps médical? Quel est son champ de connaissance de l'hypnose? Je vous pose la question, quel est le champ de connaissance de l'hypnose du milieu médical? Si la personne n'est pas formée, il n'y en a pas, je pense. Il n'en a pas. Donc en fait, tu as un neurologue qui te conseille d'aller voir un hypno. Elle peut avoir la connaissance de l'hypnose que ce que tout le monde a aujourd'hui, maintenant que l'hypnose est populaire. Elle ne s'ira pas plus loin. Du coup, elle va dire, bah, potentiellement, ça peut aider, puisque c'est une crise psychogène, et qu'au bout du compte, il n'y a aucun facteur médical qui puisse justifier un tel comportement. Ce n'est pas un handicap physique, physiologique, anatomique, dû à la tumeur qu'elle a eue. Ça, on en est certain. C'est mon boulot en tant que neurologue. J'en suis sûr. Il n'y a aucune raison qu'elle ait ces crises-là suite à la tumeur. OK. Bon, ça, elle en est sûre. C'est son champ de connaissances, et en plus de ça, c'est son champ de compétences. Maintenant, dans son champ de connaissances, la connaissance qu'elle a de l'hypnose, c'est ça. Et dans tout son champ de compétences, elle se dit, bah écoute, populairement, on dit que l'hypnose, ça peut aider là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah, vous pouvez aller voir un psycho, un hypno, qui pourrait vous aider là-dessus.
Comme potentiellement, cette neuro, elle a été formée aussi à l'hypnose, elle en a un énorme champ de connaissances, un énorme champ de compétences. Pour autant, elle n'a pas les champs de compétences nécessaires à pouvoir la prendre en charge parce que son rôle, là, envers ce patient, c'est celui de neurologue ou de neurochirurgien. Donc, du coup, elle va déléguer cette partie hypno, cette partie psycho, à un autre professionnel. Potentiellement, qu'est-ce qu'elle aurait mis en place si elle avait un champ de connaissances important sur l'hypnose? En sachant la variété de praticiens qu'on peut avoir et la variété d'expériences que peuvent avoir chacun de ces praticiens dans chacun leur domaine et leur façon de voir l'hypnose. Quand on a un champ de connaissances, on sait quelle est la variété, la diversité de l'hypnose. Quel aurait été son réflexe à ce moment-là? Est-ce qu'elle aurait dit, vous pouvez aller voir un hypno, ou est-ce qu'elle aurait dit, vous pouvez voir 7 hypnos? Bah, elle aurait été précise, ça c'est certain. Elle aurait été beaucoup plus précise. Ça c'est ce qui se passe dans notre tête à nous quand on décortique, mais dans la tête de la patiente. C'est votre rôle de décortiquer. Qui a affaire à quelqu'un qui fait autorité, qui est neurologue, qui est ceci, qui est cela, et qui lui dit vous pouvez aller voir un hypno. Ça ne fait pas la même chose. C'est pour ça que c'est à vous d'analyser. Quand le sujet vient vous voir en disant ma neurologue m'a dit que ça pourrait me faire du bien de faire de l'hypnose, très bien, racontez-moi votre histoire. J'analyse ce qu'elle m'a raconté et je me positionne en fonction des compétences que j'ai. Si oui ou non, je peux être une aide. Si oui ou non, l'hypnose peut être une aide en fonction du champ de connaissances que j'en ai. Et donc, soit je prends en charge avec les restrictions que je m'impose dans cette prise en charge et les conditions que je m'impose dans cette prise en charge, en tant que tout pro qui se respecte, soit je redirige en ayant un meilleur champ de connaissances et un meilleur champ de compétences dans l'hypnose que le professionnel du dessus. C'est pas parce qu'il est médical que forcément il doit avoir raison. Et à ce moment-là, je décide, moi, parce que j'ai un meilleur champ de compétences et de connaissances de l'hypnose, de dire si oui ou non l'hypnose peut être utile, et surtout, quel professionnel peut aider cette personne-là avec l'expérience qu'il a, si moi je n'en suis pas capable. Ok, et dans le cas où tu rediriges vers quelqu'un que tu sais compétent en la matière, est-ce que au client tu lui expliques le pourquoi du comment tu l'orientes vers quelqu'un d'autre? Est-ce que ou pas? Quel est le bénéfice-risque? On a déjà parlé dans plein de lives. Quel est le bénéfice-risque de s'étaler sur des explications? Les autres. Quel est le bénéfice-risque de s'étaler sur les explications de pourquoi tu vous redirigez? À qui vous donnez les excuses déjà? Il n'y a plus personne ou... Si, non, si. Si, on est là. ça va bien. D'expliquer. Déjà, on peut fournir Déjà, on montre un peu notre incompétence, entre guillemets, face au problème de notre client. Donc, on doit s'excuser envers lui de ne pas avoir les compétences ou le savoir-être. Et ensuite, ça peut aussi lui fournir une échappatoire. C'est-à-dire que si on lui explique pourquoi, il peut mettre en place des stratégies d'évitement. C'est ça, s'excuser. J'adore ce mot, s'excuser. Je trouve que c'est un des mots les plus hypocrites qui existent. Je veux justement rebondir sur ça, si vous me permettez. C'est, il y a eu, je vais raconter un truc perso, enfin pas perso, mais à un moment donné, mon psychiatre, il m'a dit la phrase « Ici, j'ai atteint la limite de ma compétence. Il faut aller voir un hypnothérapeute, pour le coup, spécialisé en trauma. » Et je crois que je n'ai jamais respecté un professionnel autant que ce gars-là, pour cette phrase qu'il a prononcée. Il n'y a pas... Il a juste dit ça. Voilà, il n'y a pas eu besoin de s'excuser déjà. Bah oui, c'est ce que moi je vois pas pourquoi on devrait s'excuser d'être ce qu'on est et d'être au niveau où on est, d'apprentissage et de moi hors de question. S'excuser. L'étymologie de s'excuser, vous la connaissez? On n'a pas à avoir honte, en fait. Si c'est pas notre domaine de compétence, c'est pas notre domaine de compétence. Et c'est pas une question d'incompétence. Attention vraiment à ça. Et il ne faut pas avoir peur de l'incompétence. L'incompétence, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire ou vous ne connaissez pas. Il y a un manque soit de savoir-faire, soit de savoir-être, soit de pratique. C'est ça, l'incompétence.
Donc, il ne faut pas avoir peur de l'incompétence. On est tous incompétents dans un domaine. Ça, c'est certain. On est tous incompétents dans notre propre domaine à un certain niveau, en fonction de l'expérience qu'on y a menée dedans et de l'application qu'on a menée à cette expérience-là. Il y a des personnes qui peuvent avoir 20 ans d'expérience, mais qui n'ont jamais bougé de leur canapé, comme je disais tout à l'heure, qui ont toujours travaillé face à des situations qu'ils savaient gérer et qui n'ont jamais pris en charge ceux qui ne savaient pas gérer, ou qui ont pris en charge des gens qui potentiellement ne pouvaient pas gérer, et qui sont été dans la désillusion et le déni de avoir pu les gérer, alors qu'en fait, ils ont été catastrophiques sur eux. Il y a plein de scénarios possibles qui montrent l'incompétence. Mais savoir reconnaître l'incompétence, c'est plus fort que tout. C'est pouvoir dire à un moment donné, là, je reconnais avec humilité que mes limites sont ici. Elles peuvent être pour 30 milliards de raisons. Soit parce que vous manquez d'expérience, soit parce que vous manquez de connaissances, soit parce que vous manquez de pratique. Soit parce que émotionnellement ça nous touche, soit parce Voilà. que. Après, D'accord. il y a toute la sphère personnelle, soit parce que ça touche à la sphère personnelle, donc ça vous touche personnellement, etc. Plein de raisons différentes, qui font que ça touche à votre incompétence. Vous n'êtes pas capable de prendre en charge cette personne. Ok. Est-ce qu'on a besoin de s'excuser pour ça? Non. Et donc, Par contre, quand je reconnais que je suis incompétent, je me donne la capacité, 1, de poser mon cadre, 2, de pouvoir reconnaître les faiblesses de mon cadre, et donc de pouvoir les réparer et les développer. Ça va? Et donc, s'excuser étymologiquement? Ex causa, rester en dehors de la cause, ou se mettre en dehors de la cause. C'est-à-dire que tu te déresponsabilises de ton incompétence et que tu vas poser les responsabilités de l'incompétence sur une cause extérieure. On passe notre temps à s'excuser d'un point de vue social, alors qu'en fait, c'est l'une des choses les pires que l'on pourrait faire dans le propre respect que l'on se porte à soi-même et dans la propre capacité, en toute humilité, de pouvoir assumer sa propre incompétence. On a besoin de trouver une raison extérieure à la cause du fait qu'on soit incompétent. C'est bizarre quand même. Ça va? C'est Gérard Chaput qui m'a appris ça. L'étymologie de excuser, ex causa. Bref. En même temps, Gérard Chaput, c'est un puits de connaissances. Oui, et c'est un puits de compétences, tout court. Ah, et c'est un Il a les connaissances, mais il a le savoir-faire et le savoir-être. Donc, en Sacré termes de- monsieur. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Je l'inviterai peut-être un jour sur un live. Voilà. Ah, ça serait cool. Ouais, j'y réfléchis. Ouais. Voilà. Et Sur puis, ce, on a beaucoup discuté, on a oublié toute la partie hypnose. Là, concrètement, on n'en parlera pas de la partie hypnose parce que, concrètement, ça C'est correspond. dommage. Alors, c'est dommage. Oui et non. Mais là, concrètement, pour... Ah, La coupe. C'est bon. La frisée, Jérémy. ça a frisé? Ah, d'accord. Je disais, la première raison, c'est qu'il ne nous reste que 10 minutes. La seconde raison, ça serait quoi? C'est que là, concrètement, vu les personnes présentes, on a des personnes très débutantes ou des personnes qui ont déjà un niveau potentiel de connaissance qui est bien poussé en termes de réflexion. Ça va? Vous n'avez pas tous le même champ de connaissances, clairement, ni le même champ de compétences. Là, ce qu'on vient de voir, si je me mets au niveau du champ de compétences de Karine et avec l'expérience que tu en as, c'est génial ce que tu as mené. Tu as mis en place tout ce que tu as appris avec une certaine réflexion et en voulant toujours essayer de tirer au mieux le sujet vers ce qu'il veut et en faisant attention à mettre le moins d'interprétation possible que tu pourrais mettre. Si on regarde ta première séance, on t'a appris que pour calmer des éléments émotionnels, on pouvait créer une safe place. Tu as créé une safe place. Bon, il y a eu une crise juste derrière. Tu en as tiré une réflexion et tu t'es dit, bon, peut-être que la safe place, ça ne suffisait pas. Peut-être qu'on peut trouver autre chose. Donc, on va approcher sur quelque chose d'autre d'un point de vue solutionniste et tu as choisi la planète de la princesse. OK. Protocole, carré, tel que tu l'as appris quelque part, c'est ça? OK. Sans citer le nom du centre, tu as appris ce protocole-là qui te permet quoi? Dans quel cas on utilise ce protocole? Après, le protocole, c'est moi qui l'ai inventé et qui ai mis ce que j'avais appris de. Ce que tu as appris de l'école. Voilà, c'est ça. OK. Dans quel cas tu utilises ce protocole que tu as inventé?
c'était surtout pour la faire travailler, se recentrer sur elle en tant que personne. Très bien. Donc, dans la forme, tu as choisi un climat fantasy qui pourrait correspondre potentiellement au champ d'intérêt d'une adolescente du 21e siècle, Mm. avec des personnages qui pourraient être attachés à ce milieu fantasy. OK, ce qui permet quoi? Potentiellement. Je voulais lui passer des messages comme quoi elle a de la valeur, c'est un être à part entière et Les messages, on va en parler un tout petit peu après. Mais là, concrètement, dans la forme, ça permet quoi? Qu'elle adhère au milieu que tu essaies de créer et donc que ça favorise. Nora, oui, L'identification, peut-être? l'immersion. Très bien, l'immersion dans la transe. OK. Dans la forme, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Non, dans la forme, c'est très bien. On a mis en place des choses qui sont très intéressantes. Dans la forme, pardon, dans le fond maintenant. J'ai dit qu'on ne parlerait pas trop d'hypnose. Mais dans le fond, Mm. qu'est-ce que tu as essayé de transmettre à travers cette création de ce protocole? Quel était ton objectif de séance? Le tien, à celui du sujet. de la recentrer sur sa propre vie, de savoir, voilà, est-ce que faire ses choix à elle, qu'est-ce que. OK. Ces choix, elle, comment tu as pu dynamiser le fait qu'elle les fasse? En voulant lui redonner confiance, en voulant. Très de manière très concrète. Qu'est-ce que tu as créé dans ta forme pour pouvoir permettre de faire passer les messages qui génèrent le fond? C'est quoi tes vecteurs de changement là? Ces 3 personnages. Oui, avec chacun leurs suggestions. Très bien. Dans ces suggestions-là, même si c'est les personnages qui les portent, qui les porte? Est-ce que c'est le sujet lui-même qui emmène ses suggestions? Ou est-ce que c'est toi? Hmm. Ben, c'est moi à travers les personnages. Ça, c'est sûr. C'est toi à travers les personnages. Du coup, qu'est-ce que ça provoque? Si on prend par exemple la phrase du chaman, qui est une phrase magique et inaudible, qui va permettre le changement. C'est ça ta suggestion que tu vas porter. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette phrase magique inaudible? Absolument tout et rien, puisqu'elle est inaudible. Donc elle n'aura de sens que pour le sujet. Mm. Si elle a de sens que pour le sujet, bien, pas bien? Les autres? Il n'y a personne? Jérém, Plutôt bien si elle n'a de sens que pour le sujet. rien n'a de sens que pour le sujet. Donc plutôt bien, dans l'absolu. Maintenant, si on devait mettre un mais, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Son adhésion. Non, parce que l'adhésion, on l'a par la forme et du fait qu'elle puisse attacher au milieu fantasy. Dans le fond, là, cette phrase, le problème, c'est quoi? Elle est inaudible, elle est magique, elle est générée par le thérapeute, même si elle est inaudible. C'est-à-dire que son sens ne prend sens que pour le sujet, mais par contre, son action, elle prend action par l'influence de qui? Du thérapeute. Du thérapeute. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais elle a fait que dynamiser. Ce qui est vrai. Mais quel est le problème? C'est que cette phrase Elle vient pas du sujet lui-même. ne prend sens. Non, c'est pas qu'elle vient pas du sujet elle-même, parce qu'en fait, quand tu dynamises une personne, en soi, tu pourrais aussi dire que la phrase ne vient pas du sujet, puisque tu l'as dynamisée pour qu'il puisse dire la phrase. Donc là, on pourrait revenir un petit peu au même cas que ce qu'on utilise nous en thérapie, ou ce que vous avez pu me faire voir moi en séance, en termes d'influence. Par contre, là, quel est le problème de cette influence? Quand même, elle pourrait être clean. Et là, c'est vraiment pour être tatillon et pour pousser la réflexion au plus loin, Karine. C'est très bien ce que tu as fait, je ne suis pas en train de remettre en question ton travail. Juste, on va essayer de pousser la réflexion plus loin. Une phrase magique, inaudible,
posé en suggestion par un personnage qui est le chaman, qui ne peut prendre sens que de sens pour le sujet. Qu'est-ce qui vous manque? Émilie? Oui, j'essaie de trouver les mots, mais si c'est la solution vient de l'extérieur, quoi. Et surtout, c'est quoi la solution? C'est de la magie. Vous n'en savez foutre rien. Oui. Si sa solution, si le chaman, et la phrase qu'elle vient de dire, c'est écoute, vu tout ce qui t'est arrivé dans ton bordel de vie là, tu ferais mieux de te foutre en l'air. Quel est l'élément qui vous permet d'identifier que c'est la phrase inaudible du chaman qui ne fait sens que pour le sujet et qui dit ça? Est-ce que mettre en place un bon contrôle set est suffisant pour ce genre de choses? Le problème, c'est ça, c'est le contrôle set derrière que tu vas mettre et qu'est-ce que ça va générer. Ou comment tu vas prendre conscience de quelle est la solution du sujet pour le sujet. Et donc, comment on identifie la solution qu'il a choisie pour lui. Là, le truc, c'est qu'on lui propose de choisir une solution qui va régler tous ses problèmes. Très bien. Ah voilà, du coup, effectivement, oui, l'utilité d'un bon contrôle set. Exactement. Là, vous comprenez l'intérêt du contrôle. Si la solution, c'est de se foutre en l'air, ça pourra pas... Potentiellement, toi, tu ne pourras pas en prendre conscience. C'est-à-dire que tu vas la réveiller, elle va se sentir mieux, elle va te paraître super joyeuse, etc. Puis en fait, potentiellement ou pas, elle pourra aller se foutre sous un train ou pas. Le problème, c'est que tu n'auras rien ici qui va te permettre d'identifier quel est ce putain de sens qu'avait la phrase magique qui me dit. Donc en fait, tu n'as aucune notion de ce qu'a pu choisir le sujet pour lui-même. Dans la retranscription de cette phrase inaudible, qui n'est audible que par lui. Bon, Bon, elle y met le 29% du temps, logiquement, ça se passe à peu près bien. Mais dans un cas de complexité aussi important, avec énormément d'enjeux en termes potentiellement traumatiques, en termes potentiellement sociaux, en termes potentiellement psychosociaux, et en termes potentiellement psycho, est-ce que vous prendriez le risque? C'est chaud quand même, hein? Émilie? Oui, je me posais une question. Quand tu as exposé le cas, tu parlais d'un des archétypes qui proposait de guérir les choses compliquées. Et je me demandais si c'était pas une suggestion, ça pouvait pas être une suggestion qui renforce le problème de dire que c'est une chose compliquée. C'est vraiment une question ouverte. Très bien, Émilie. Effectivement, dans la création de stéréotypes du sage, le message du sage, c'était « et le travail va commencer pour trouver les solutions à ce qui est compliqué ». Du coup, là, qu'est-ce que potentiellement on suggère et qui peut être vrai dans le fond, mais qui n'est pas forcément c'est compliqué. vrai, sujet, que c'est compliqué. Donc potentiellement, si son choix de la phrase inaudible est celui que je vous ai dit, qui est le plus pessimiste qu'on puisse imaginer, que vient faire le sage? Par ces phrases-là et par ces mots-là, que vient faire le sage? Clairement, il enfonce le clou, quoi. Ah oui, il vient renforcer. Il vient renforcer la suggestion du chaman. Ça va? Donc, très bien, si la phrase inaudible est quelque chose d'hyper optimiste pour le sujet, le chaman vient l'enfoncer. Bon, après, il restera la question de qui vient le changement. Mais ça, après, on peut encore en discuter très longuement. Mais vous comprenez la chose? C'est que là, en fait, on manque surtout de visibilité. Et le troisième stéréotype, la magicienne, ou le magicien, qui dit qu'il n'a pas de baguette magique et que le changement vient forcément d'elle. Donc, en fait, pareil, si le changement qui vient forcément d'elle, c'est la phrase inaudible du chaman, que par rapport à la gestion de la solution compliquée, c'est sa solution à elle qui va venir et que la solution va venir d'elle-même. Et qu'en plus, ce sera une solution qui viendra d'elle-même parce que tu n'as pas la baguette magique. Tout ça, ça ne vient que renforcer le choix du chaman. Ça vient que renforcer l'audibilité pour le sujet de la phrase inaudible et magique. Et ça, concrètement, si vous n'avez pas de contrôle, si vous ne vérifiez pas exactement ce qu'il y avait derrière ces mots inaudibles, si vous n'avez pas une étape de contrôle set derrière ce travail, alors que le travail en soi peut être très bon, il suffirait que la phrase inaudible qu'a entendu le sujet et qu'il s'est créé lui-même sur une stratégie monologale soit positive pour lui, et puis ça peut prendre
voilà, il n'y a pas que ces phrases-là, il y a tout un discours derrière de. Très bien, et dans ce discours, t'emmènes quoi? euh, ben, j'amène des solutions, des ouvertures. Très bien. Et là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est dans les solutions et les ouvertures qu'on propose, est-ce que on laisse un maximum de portes ouvertes, mais sans avoir vérifié ce qu'avait cette phrase, et donc de laisser le libre cours à cette phrase inaudible dont on ne sait absolument pas le sens, et donc quel est le choix de la solution qu'a pu choisir le sujet à travers cette phrase inaudible. Donc en fait, ça ne règle pas le problème. Soit on va orienter le choix de l'interprétation de cette phrase inaudible vers des choses qui sont positives, mais à ce moment, on tire le sujet vers quoi? Vers une solution qui n'est plus la sienne. Vers une solution qui est la vôtre et qui est forcément positive. J'avais juste envie de poser une question, Jérémy, Yes. parce que j'ai pas entendu le début quand ça a commencé. En fait, là, c'est une trans-monologue, c'est ça? Il n'y a C'est pas une de campagne communication. légale sous protocole, où D'accord, on mais il y a- a retranscrit un univers fantasy autour du thème de la planète de la princesse, entre guillemets. d'accord, mais il n'y a pas de communication avec le client. C'est pas du dialogal, c'est du monologal. D'accord. Ok. D'accord? Donc là, ton protocole, il peut être excellent. Et on ne remet pas en question ça, c'est très bien. Maintenant, c'est comment on peut être là-dessus, on peut pousser les choses plus loin pour comprendre quel impact et quelles conséquences peut avoir ton protocole. Et concrètement, il y a ça qu'il faut essayer d'élucider. De quelle manière je peux m'assurer de quelle est la solution qu'a choisi mon sujet pour lui-même à travers cette phrase inaudible, et comment, dans le reste de mon texte derrière, j'influence directement ou je manipule directement cette solution d'un point de vue ultra positiviste, et donc, quels sont les risques et les conséquences de cette influence, et s'il n'y a pas d'influence, quels sont les risques et conséquences de laisser libre cours à cette phrase sans en vérifier le contenu. Pour les autres qui ont déjà travaillé sur Chat, l'avantage du contrôle 7 là, c'est quoi? On va voir si vous avez bien suivi les cours. Vite, parce qu'il est 14h passé. Moi, j'ai pas fait des cours, mais c'est de savoir dans quelle direction va la cliente et si c'est positif pour elle ou pas. C'est très bien, effectivement. Le contrôle 7, il va nous permettre de pouvoir voir, sans influencer, quel a été le choix du sujet. C'est-à-dire qu'il va nous révéler sa phrase inaudible. Et en nous la révélant, on ne va pas pouvoir lui dire si c'est bien ou pas bien, ce n'est pas notre rôle. Mais on va pouvoir voir quelles sont les conséquences pour lui du choix de cette phrase. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas simplement qu'il nous la révèle quand il en a fait le choix. Le but, c'est qu'il nous la révèle quand il en a fait le choix et qu'elle a déjà eu des conséquences. Donc de pouvoir l'emmener autre part sur la planète, entre guillemets, pour vérifier quelles conséquences a eu cette phrase magique inaudible. Est-ce que ce sont des conséquences qui sont positives pour lui et acceptables pour lui? Ou est-ce que ce sont des conséquences négatives pour lui et inacceptables? Sous un train, par exemple, je ne sais pas. Et donc, quel choix on peut faire sur la stratégie de traitement, d'accompagnement, pour justement pallier à ça? C'est-à-dire que là, la seule donnée que ça nous donne, c'est de savoir ce qu'a choisi le sujet pour lui. Et donc, derrière, de savoir s'il a choisi lui et s'il estime, lui, que c'est positif ou négatif pour lui. Si c'est positif, on peut valider et donc intégrer. Si c'est négatif, on peut reprendre le travail et retourner voir le chaman pour qu'il dise une autre phrase. Et là, du coup, on reste clean. C'est-à-dire qu'on reste sur le libre choix de ce qu'il y a derrière cette suggestion de la phrase inaudible, de ce que peut être cette phrase pour le sujet, et donc des choix qu'il va faire. Et on a vérifié l'impact de cette phrase inaudible sur le sujet dans ses conséquences immédiates qu'elle pourrait avoir. C'est déjà mieux. Émilie. Ouais, non, mais je vais répéter ce que tu viens de dire en fait. Mais le contrôle 7, il permet aussi peut-être de moduler le choix qui a été fait dans l'avenir, c'est-à-dire dire tu peux tester cette solution les jours qui viennent et faire le choix arrière. C'est pas quelque chose d'ancré, de définitif. S'il y a une solution qui a été prise sans qu'on puisse savoir ce qui se passe, quoi.
Exactement. Alors que si vous êtes là à appuyer derrière, et tu peux remarquer à quel point c'est bon pour toi d'avoir trouvé cette solution et à quel point tu peux maintenant te sentir complètement détendu et sorti de toute cette tension qui pouvait créer ces crises et comment toutes ces crises disparaissent au fur et à mesure maintenant que le chaman t'a dit cette phrase et que le sage t'a dit que le travail allait se faire au fur et à mesure et que le magicien t'a dit que tu avais les clés en main et que c'est toi qui les avais. Si tu continues avec tout ce flot de suggestions post-travail, donc post-hypnotique, qui vont venir être intégrés par le sujet, en fait, là, bah, tu fais que orienter le choix qu'il a fait profondément. Et si tu n'as pas pris connaissance, bah, c'est encore pire qu'autre chose, quoi. Parce que soit c'est positif, mais tu ne le diriges que vers ça et c'est pas son propre choix, et donc tu t'en es complètement moqué des conséquences que pourra avoir le truc, soit ça peut tourner au vinaigre. Ça va? Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre profondément ce qui se joue pour le sujet, et que lui faire un choix et l'orienter positivement, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ça va? Ok. Bien. Waouh, bah il était riche ce live. Il y a plein de trucs. On a parlé positionnement, déontologie, humilité dans le métier, sphère de connaissances, sphère de compétences, délégation du travail. On a parlé aussi d'un point de vue technique sur fond et forme de ce qu'on peut utiliser dans un process hypnotique, influence du fond et donc conséquence du fond en termes de bénéfices-risques. On en a déjà parlé dans pas mal de lives, mais on voit que ça revient quand même assez souvent. C'est quand même super intéressant à creuser. Et on peut le voir aussi d'un point de vue uniquement utilisation de protocole. On peut voir que dès le départ, dès qu'on est débutant dans la pratique, quel que soit le centre de quel on forme et quelle que soit notre manière de pratiquer, quels sont les bénéfices et les risques de ce qu'on met en place, et donc quelle réflexion je peux mettre derrière pour comprendre quel impact ça va avoir sur mon sujet réellement. Et pas juste être exécutant de ce qu'on a appris, mais comprendre derrière tout ce que ça implique. Sur ce, petit tour de table rapide en 3 mots de ce que vous avez pensé de cette séance. Émilie. Moi, là, c'est bien, ça remet l'église un peu au milieu du village pour moi. Et ça rappelle le fait qu'on n'est pas tout seul dans une séance, en tout cas dans le choix d'un accompagnement. Déjà, il peut y avoir de la supervision, de l'intervision et faire intervenir d'autres professionnels. Chouette, merci Émilie. Jérém. Ouais, bah alors c'est très intéressant. Le protocole est pas mal en lui-même, hein. Je l'ai trouvé pas mal le protocole, et avec tout ce qu'on a pu apporter là, on a des bons points d'amélioration, que ce soit en termes de contrôle set, d'évolution, et c'est vrai que en plus en termes d'adaptabilité au sujet, je l'ai vraiment trouvé bien. Oui, je suis d'accord. Merci Jérém. Asia. Je voulais d'abord dire merci beaucoup, Karine, d'avoir partagé cette séance. Ça a vraiment été une opportunité pour avoir de très, très beaux échanges et revenir à certaines bases importantes. Voilà, donc merci à tous d'ailleurs. Merci Asia. Fred. Ben moi, j'ai pris en cours de route et c'est toujours très intéressant comme d'habitude. Et pour le coup, ça permet de réfléchir sans connaître le contexte et l'histoire. Donc, ça peut être instructif aussi d'un autre côté. Voilà. Si Fred. Nico. Désolé, mais je suis dans le train là, donc ça fait trop de bruit. Merci pour cette séance et puis je regarderai un replay. Désolé. Merci Nico. Karine, du coup, pour fermer le bal. Est-ce que ça t'a apporté des choses? Oui, ça m'a fait un bon feedback, une autre vision. Merci pour toutes vos réflexions. Ça m'a permis un repositionnement aussi. Je pense que je vais relire tout mon protocole et me reposer d'autres questions. Et c'est un bon complément de travail. Ouais. Super. Bon, ben moi je suis content d'avoir tenu ces 2 heures avec vous. Le replay sera bientôt disponible. Dès que je l'ai en exportation, je vous le mets en disponibilité. Sur ce, n'hésitez pas à continuer à partager vos expériences et vos questions sur le lab.
Ce sera toujours un plaisir de vous y avoir. Concernant les formations et les ateliers, on reprend en septembre depuis belle. Il y aura sûrement des ateliers en live, comme on a fait en août aussi, fin août, que je réorganiserai, des ateliers à 20 €. Voilà, je vous laisse tout ça à la disponibilité. Si vous avez des questions là-dessus, vous venez me voir. Et puis, je vous en parlerai plus en profondeur s'il y a des formations qui vous intéressent. Voilà. Fred, tu as une question? Moi. Oui, j'ai une question, mais qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de faire. Guilain, ça s'est bien passé, sa course? Oui, il vous racontera lui-même. Je ne me suis pas étendu parce que j'ai envie qu'il vous le raconte de lui-même. Ok, Mais ça s'est globalement bien passé, oui. d'accord, super. Voilà. N'hésite pas à lui poser la question sur le lab. Il te répondra. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Merci. Sur ce, des bisous à tout le monde. Salut. Ciao, salut. Allez, merci.